Michel Perrault, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous dans votre appartement à Paris. C'est un plaisir. Dans ce quartier, cette rue qui vous va si bien, madame. L'espace a toujours été une composante majeure de la réflexion sur l'histoire des femmes, puisque ça n'a pas toujours été facile pour elles d'avoir une chambre, un lieu à soi, mais nous y reviendrons. Vous êtes une grande historienne et je sais que vous récusez cet adjectif, mais vous l'êtes, à mes yeux, et aux yeux de beaucoup de femmes et d'hommes aussi, qui ont appris l'histoire des femmes grâce à vous, grâce aux travaux, parce que vous étiez une pionnière, la première à avoir enseigné l'histoire des femmes à l'université française en 1973, n'est-ce pas? En 73. 73, tout à fait. Oui. Donc, et puis vous êtes engagée dans la diffusion de ce savoir à travers des conférences, des masterclass et aussi avec France Culture pendant très longtemps. Vous avez fait un détour aussi par l'histoire des chambres, ce théâtre de l'existence, le terme est le vôtre, un sujet qui a surpris plus d'un de vos interlocuteurs, comme vous l'écrivez dans ce livre paru en 2009 aux éditions du Seuil. Et puis il y a eu aussi en 2023 le temps des féminismes, un échange, un dialogue avec Édouard de Castillo, un de vos anciens étudiants. Il sera question aussi de féminisme dans cet entretien. Mais donc cet entretien est diffusé habituellement dans le cadre des entretiens de Dialogue de Poitiers, donc une série consacrée au Poids-de-Vin et au Poids-de-Ville. On pourrait se demander, mais pourquoi, qu'est-ce que fait Michel Perrault dans cette série-là? Et il me semble bien, Michel Perrault, que vous avez des liens, des attaches familiales avec Poitiers. Lesquelles? Des attaches familiales fondamentales. Mon arrière-grand-père est né à Saint-Généraud. Je n'ai pas fait de recherche généalogique, mais visiblement, la famille est là depuis très longtemps, en tout cas. Et cet arrière-grand-père est mort à 88 ans, en 1939, ce qui était une belle longévité à cette époque-là. Et il avait perdu sa femme, Agathe. Il s'appelait Roux, on l'appelait le père Roux, hein, à Moncontour. Il habitait le Moncontour de Poitou. Hein. C'est une commune qui est assez proche de Poitiers. Oui, qui n'est pas très loin de Poitiers, absolument. Absolument. Et ma grand-mère Clémence, sa fille, s'occupait de lui, sa femme étant décédée. Si bien que l'été, moi j'étais confiée à ma grand-mère, ma grand-mère m'emmenait évidemment à Moncontour. Si bien que entre l'âge de 3 ans peut-être, hein, jusqu'à l'âge de 10 ans, 9-10 ans, j'ai passé, pas tous mes étés, mais une grande partie de mes étés à Moncontour de Poitou. Mon grand-père avait une maison, Moncontour de Poitou est un village-rue assez long. Hein, et mon grand-père mon arrière-grand-père avait une maison au bout du village, du côté de Saint-Jouin-de-Marne. Saint-Jouin-de-Marne qui est une commune connue pour sa magnifique église et les sculptures du porche notamment de Saint-Jouin-de-Marne. Et c'était absolument magnifique. Moi, c'était une maison modeste, hein, qu'il avait fait construire parce que il avait été, cet arrière-grand-père, marchand de bois. Autrement dit, il était lié à la terre, mais, comment dire, dans le commerce, hein, où on gagne un peu plus d'argent comme paysan de la terre. Et il avait même une petite ferme attachée à sa maison, très modeste. Il y avait quoi, peut-être 3 vaches, hein, des chèvres. Et les fermiers s'appelaient monsieur et madame Laurendeau. C'était des Poids-de-Vin absolument d'origine. Et tout ce monde, pour moi, a énormément compté. Beaucoup. Hein. Alors, je passais mes étés chez mon grand-père. Je participais beaucoup, en spectatrice évidemment, à tous les travaux des champs. Et j'allais garder les vaches. J'avais une petite amie qui s'appelait André Vergniaud, qui avait à peu près mon âge, et nous allions il fallait qu'elle garde les vaches. Ben, moi je disais, je garde les vaches avec toi. Alors imaginez Michel Perrault garder des vaches, c'est pas... Ah, on gardait les vaches, on avait même un très grand parapluie, parce qu'il faisait très chaud. Hein. Le Poitou, il faisait vraiment très chaud. Et c'était souvent des plaines assez découvertes, pas tellement d'arbres. Là, c'était pour les vaches, il fallait quand même qu'elles aient de l'herbe. Hein. Et
Et donc on passait beaucoup de temps là, à se raconter des histoires, à jouer à des petits jeux, etc. Ça, c'était ma grande amie. Et l'autre grande amie habitait absolument à l'autre bout du village de Moncontour de Poitou, à côté de l'église. Il y avait une église romane qui était moins belle que celle de Saint-Jean-de-Mars, mais quand même une belle église, hein, où j'ai passé beaucoup de temps, parce que j'allais à la messe, je faisais même à un moment donné, il y avait un chœur, hein, de jeunes filles qui chantaient à la messe. Alors moi, j'étais pas grande quand même, mais elle m'avait dit, tu peux venir avec nous. Bon. Et alors du coup, pour récompenser les chanteuses du dimanche, le curé leur offrait une promenade. Et on prenait le car, et on allait 8-10 kilomètres. Je me souviens par exemple qu'on avait été à Hervaux. Et Hervaux est une autre très belle église du Poitou. Et on chantait, on pique-niquait. J'ai connu toute cette vie-là. Donc c'est des souvenirs très agréables. Des souvenirs très très agréables. Et aussi des souvenirs de tous les travaux des chants, des horaires des chants. Il y avait quelque chose qui était compliqué aussi, parce que c'était pas la même manière de l'heure. Il y avait une heure d'été, une heure d'hiver, qui n'était pas la même que celle de Paris. Et pendant l'occupation, alors ça j'ai pas connu beaucoup Moncontour pendant l'occupation, mais un petit peu quand même, il y avait l'heure allemande, il y avait 3 heures différentes, hein. Bon, Moncontour, donc, c'est la terre, c'est toutes ces coutumes villageoises très, très importantes. C'est aussi la guerre, hein. J'ai vécu à Moncontour 1938, c'est-à-dire ce qu'on a appelé Munich, hein. Et à ce moment-là, on a pensé qu'on allait entrer en guerre et qu'on allait l'éviter, puisqu'il y a eu des accords très mauvais. Enfin, on pensait qu'on sortait de la guerre. Donc, j'ai vécu ça là. Et il y avait quelque chose de tout à fait marquant, c'est qu'il y avait très peu de postes de TSF, hein. Mon grand-père n'en avait pas. Il n'y avait pas de TSF chez mon grand-père. Mais par exemple, le facteur, qui faisait partie un petit peu de l'élite, au fond, hein, du village, plus cultivé que beaucoup d'autres, avait un poste. Alors, il faisait marcher son poste très fort, il ouvrait très grand les fenêtres, et tout le monde venait autour de sa fenêtre pour entendre les nouvelles. Voilà. Donc, c'est là que j'ai vécu à l'âge de 10 ans, j'avais exactement 10 ans, 9 ans et demi, 10 ans, que j'ai suivi toute cette période-là, tellement angoissante, qui se termine par un soupir de soulagement, qui naturellement, 1 an après, on allait entrer en guerre, hein. Et ces événements-là, je les ai vécus à Moncontour. Donc, Moncontour, c'est à la fois la campagne poitevine, les travaux de les jours, y compris la galette, parce que il y avait une très très bonne galette poitevine, très riche d'ailleurs en beurre, en œufs, etc., bien cuite, hein. Bon, j'ai gardé un souvenir absolument formidable. C'est votre Madeleine de Proust, non? Voilà, c'est la Madeleine de Proust, si vous voulez, absolument, tout à fait. Et en même temps, les grands événements historiques dont on vient de parler, pour moi, Moncontour, c'est beaucoup de choses, énormément. Oui, donc vous évoquiez ce passage effectivement de votre enfance dans les halles parisiennes, oui, et de ce que vous avez vécu sous l'occupation, en tout cas, oui, dans la campagne poitevine. Oui, oui. Vous vous êtes adapté finalement assez facilement, parisienne que vous êtes. Oh oui, oui. Mais quand on est un enfant, oui, et que... Alors, j'avais aussi le sentiment d'avoir beaucoup plus de liberté qu'à Paris. Hein. Pour jouer. Mais bien sûr. Ma grand-mère, Clémence, qui était donc la fille de mon arrière-grand-père, me laissait aller et venir comme je voulais. Hein. Je courais, j'avais une bicyclette d'ailleurs, je courais d'un bout à l'autre, il y avait extrêmement peu de circulation automobile. Il y en avait très très peu. Il n'y avait donc pas de danger. Hein. Donc je pouvais
courir partout. Ma grand-mère me demandait de temps en temps de venir faire un petit signe, sauf quand j'allais chez Madame Ramex, c'est-à-dire chez le docteur qui habitait. Madame Ramex, c'était la femme de Monsieur Ramex, c'était le docteur Ramex qui était le médecin, oui, à côté de l'église. Mais c'était un espace de liberté où j'ai appris une foule de choses, hein, que je ne connaissais pas du tout. Hein, et que j'ai appris par la campagne. Donc, pour moi, c'est un lieu magique, enchanté, absolument, de liberté. C'est curieux parce qu'on peut penser que la campagne, c'est plus rigide, c'est enfermant. C'est ça. Enfermant pour les femmes. Enfermement, oui, pas du tout. Mais pas pour moi, hein, pas du tout. Et d'ailleurs, je ne peux pas dire que j'ai vécu les couples qu'il y avait là-bas comme des couples enfermés, hein. Ça m'a semblé assez égalitaire. Ils travaillaient beaucoup, ils avaient chacun leur rôle, chacun leurs travaux. Les rapports entre les filles et les garçons étaient très organisés. Oh là là, oui, absolument. Sous le contrôle des aînés, hein, absolument. Mais il y avait des lieux de rencontre. Par exemple, il y avait ce qu'on appelait les assemblées. Alors les assemblées, c'était en fin de semaine, le dimanche souvent, et c'était des lieux où les jeunes gens dansaient. Hein, et c'était tout à fait licite et tout à fait convenable. Souvent les rencontres entre garçons et filles se faisaient dans les assemblées. Mais ces assemblées, on les quittait à une heure raisonnable, et les parents surveillaient beaucoup, quand même pas mal les filles. Et puis il y avait... Les filles avaient un peu intégré aussi, hein, leur rôle. Elles savaient très bien, par exemple, que si elles se laissaient aller avec des garçons, que par exemple elles étaient enceintes, c'était la catastrophe. Hein. Par conséquent, elles faisaient attention à elles, et elles savaient qu'il y a des choses qu'on faisait après le mariage, mais pas avant. Hein. Et moi, j'étais une petite fille à ce moment-là. Les questions sexuelles, je ne savais pas trop, tout ça, hein. Et j'ai appris plein de choses, là. Parce que elles en parlaient, avec beaucoup de modération, mais elles en parlaient quand même. Elles en parlaient entre elles. Et quand j'étais avec elles, moi j'écoutais tout ça, hein. Je posais pas trop de questions, mais j'ai fait toute une éducation que je n'avais pas eue du tout de la même façon à Paris. C'est donc, c'est assez curieux, parce que on peut s'imaginer que Paris est plus libre, etc. Eh bien, d'une certaine manière, pour moi, mon contour a été la liberté. Vous avez un contraste. Vous êtes enfant unique, Michel Perrault. Oui. Vous avez été éduqué aussi par des parents qui vous aimaient, qui surtout vous poussaient à aller vers une autre forme de liberté, notamment par l'instruction. Bien sûr. Et par un père qui, en définitive, était féministe. Tout à fait. Ne vous mettez pas très tôt un homme sur le dos. Oui. Mon père avait fait la guerre 14-18. Il était rentré de la guerre très las, tout ça. Hein. Heureusement, il a rencontré ma mère, probablement d'ailleurs, non pas à mon contour, mais à Luché-Thouarcet, qui n'est pas très loin. Hein, c'est pas très loin de Bressuire. Dans les Deux-Sèvres. Voilà. Et donc, vous voyez, tout ça, ça se passe toujours un petit peu dans ces lieux-là. Ma mère était parisienne, mais elle avait de la famille à Luché-Thouarcet. Et c'est là que mes parents se sont rencontrés. Et il était très amoureux de ma mère. J'ai eu cette chance merveilleuse pour les enfants d'avoir des parents amoureux. Hein. C'est finalement... c'est une joie. Hein. Une atmosphère dans la maison, une gaieté. C'était des gens, alors eux, très parisiens. Ils sortaient beaucoup, ils allaient au théâtre, ils allaient au cinéma. Donc c'était très gai. Hein. Et ensuite, alors là, il y a eu la guerre qui a tout changé. D'ailleurs, on avait à ce moment-là déménagé, on était dans la banlieue nord de Paris, mais enfin ça c'est peut-être moins intéressant pour nous. Mais la guerre, alors là, oui, m'a créé beaucoup de culpabilité, coïncidant avec mon adolescence, ça a créé beaucoup de problèmes. Mais tout ça avec un père qui ne cessait de me dire, il faut que tu sois indépendante, hein, il faut que tu gagnes ta vie. Il n'avait pas d'ailleurs besoin tellement de me le dire, parce que pour moi ça allait de soi.
Hein. Et j'ai été élevé comme ça, et puis ça m'intéressait beaucoup. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai eu une enfance enchantée, absolument, une adolescence tourmentée, à cause de l'adolescence et de la guerre, évidemment, et en définitive, un chemin de liberté, hein, grâce à des parents qui étaient des gens modernes, libres, hein, et par conséquent, j'ai eu beaucoup de chance. Alors justement, avec une vie comme ça, on pourrait dire, mais l'intérêt pour le féminisme ne vient pas tout de suite. En tout cas, votre réveil au féminisme, c'est pas linéaire. Il a fallu du temps pour que vous vous intéressiez à l'histoire des femmes. Au début, vous vous intéressiez plutôt à l'histoire de la lutte ouvrière. Oui, ce qui m'intéressait, c'était le social. Vous voyez, j'étais intéressée surtout par le monde ouvrier. Ce qui aussi peut être étonnant quand vous êtes un peu bourgeoise. Bien sûr. Et pas une grande bourgeoisie, mais une bourgeoisie. Enfin, vous venez d'une vie de bourgeoisie, donc ça peut être étonnant de s'intéresser au peuple. Oui. Oui, mais c'était l'idéal de l'époque, vous voyez. Moi, j'ai été étudiante à la Sorbonne dans les années 1947-1951. Hein. C'est là où j'ai fait mes études d'histoire, hein. C'est ce que j'ai choisi, et avec tout ce qu'il faut faire dans ce domaine-là, master, comme on dit maintenant, diplôme, comme on disait alors, maîtrise, c'est ça, agrégation, etc., etc. Bon, alors, tout ça, c'était après la guerre. Hein. Et les femmes n'étaient pas encore, les filles n'étaient pas encore majoritaires. Dans la Sorbonne, il y avait à peu près, je dirais, il y a des statistiques là-dessus, autour de 30% de filles, vous voyez, hein. Mais il fallait choisir ces relations, bien entendu. Mais si les garçons qui étaient là, on pouvait très bien choisir dans tout ça. Il y avait des types très conservateurs, mais finalement, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, et notamment, alors, il y avait, à cette époque-là, moi, j'étais plutôt très catholique, mais catholique progressiste. J'avais sans cesse évolué vers le progressisme. Hein, et je voulais concilier le christianisme et le social. Voilà. Donc, j'étais très attiré par les étudiants communistes, hein, qui étaient très dynamiques, qui ressemblaient tous un petit peu à Gérard Philippe, et que je trouvais plutôt très beau. Hein. Donc, c'était une Sorbonne, en effet, très libre, très ouverte, très propice à des quantités de choix. J'y ai fait mon chemin. Voilà. Vous les recommandez aujourd'hui, les étudiants communistes? Si je les rencontre aujourd'hui... Si vous les recommandez aujourd'hui aux jeunes filles? Mais je ne sais plus comment c'est maintenant. Je ne sais plus du tout. Je pense que les jeunes filles d'aujourd'hui sont beaucoup moins attirées que ma génération par des étudiants communistes. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, le communisme, c'était une incarnation de la justice sociale. C'était un idéal. Un idéal, absolument. Évidemment, tout le monde a découvert que c'était pas ça, que l'Union soviétique c'était une catastrophe, donc on a été désillusionnés, si vous voulez. Mais enfin, quand même, pendant longtemps, que quand on était une bourgeoise progressiste qui rêve vraiment de justice sociale, on va évidemment vers le communisme, hein, qui incarne la classe ouvrière, et on est de ce côté-là. Michel Perrault, cette période-là est marquée par l'histoire un peu des marches, en fait, l'étude de l'histoire de manière générale, et c'est là peut-être où on peut situer votre rencontre avec Michel Foucault, à un autre point de vent. Donc là, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle vous a apporté le plus? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ma rencontre avec Michel Foucault s'est faite autour des prisons. Hein. Le secteur, et là on saute un peu par-dessus les années, bien entendu, c'est les années 70. Hein. Et le thème des prisons n'était pas très développé en histoire, et justement, comme vous venez de le rappeler, à ce moment-là, on s'intéresse aux marges. Donc, le crime, le délit, les prisonniers, les prisons, c'était un immense sujet, et moi j'avais souhaité le développer en histoire. Et il se trouve
que Michel Foucault a écrit un grand livre qui s'appelle « Surveiller et punir, naissance de la prison », que j'avais lu et qu'il avait présenté dans un groupe du CNRS, enfin peu importe. Et moi aussi, on m'avait demandé de faire une communication sur ces questions, puisqu'on savait que je travaillais là-dessus. J'avais écrit un texte. Bon. Et à la suite de cette rencontre, Michel Foucault vient très, très timidement, hein, il était très discret, il dit Madame, j'ai entendu votre communication, ça m'intéresse beaucoup, est-ce que vous pourriez me donner votre texte? Alors, je lui ai en effet envoyé mon texte, et on a discuté là-dessus. Il n'était pas tout à fait d'accord avec moi. J'avais parlé d'échec de la prison, et on s'est revus, et il me dit, écoutez, je me permets de vous le dire, je ne suis pas absolument d'accord avec ce que vous dites. Vous voyez, la prison, ce n'est pas un échec. Elle est faite pour la gestion des illégalismes. Hein. Dans les systèmes de pouvoir, dans l'État, elle joue ce rôle-là. Par conséquent, c'est pas un échec. Elle remplit sa fonction. Et tout ce qu'il m'avait dit là, j'ai eu évidemment combien l'occasion ensuite d'y réfléchir, d'y revenir, etc. On s'est donc rencontrés à plusieurs reprises à cette occasion, et on est devenus amis. Oh, pas amis intimes, je ne le voyais pas bien très souvent, mais d'une grande cordialité. Je connaissais évidemment très bien François Ewald, qui était son assistant, et donc là, on avait vraiment noué des liens chaleureux, et moi j'enseignais sa pensée. Il est mort en 84. Hein. Et à ce moment-là, moi j'étais professeur à Jussieu, à Paris, à Jussieu, Paris 7, comme on disait, et je faisais des cours sur Michel Foucault. Michel Foucault disparu, qui pour moi était véritablement un penseur fondamental, pas seulement sur la prison, mais sur les disciplines. Hein. Parce qu'au fond, Surveiller et punir, publié en 1975, c'est un livre pas seulement sur la prison, mais sur comment est-ce qu'une société se discipline, qu'est-ce que c'est que la parole, le regard, hein, la surveillance, sur une société industrielle. La société moderne, industrielle, au fond, comment est-ce qu'elle établit ses systèmes de surveillance. Donc, c'est un grand livre historique et philosophique, hein, et politique, bien entendu, et par conséquent, pour moi, ça a été très, très important. Donc, nous sommes en train de faire un peu les jalons de votre parcours historique. Il y a l'histoire des femmes, et ensuite il y a le féminisme. À quel moment se situe votre réveil au féminisme? Féministe, je l'étais. J'avais lu Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949. J'étais étudiante à ce moment-là, donc j'avais lu ça, j'avais admiré. J'avais pas trouvé ça facile, je l'ai pas lu en une seule fois, et j'admirais beaucoup la personne de Simone de Beauvoir, que je trouvais vraiment une femme indépendante, qui conduit sa voiture, qui a des amours essentiels et contingentes, comme elle disait, une grande liberté par conséquent, formidable, et qui écrit, et qui pense, qui est une philosophe. Or, la philosophie, c'était certainement ce qu'il y avait de plus exclu pour les femmes. Donc, l'histoire aussi, donc. L'histoire aussi. Mais je dirais peut-être la philosophie encore plus exclue. Donc, exclue pour les femmes. Donc, j'étais féministe, mais j'étais pas dans des mouvements de femmes, parce que pour moi, la priorité, c'était la lutte politique. Hein. Donc, voilà. Donc, 68, 70, j'y participe, c'est le mouvement des années de 68 surtout. Et à ce moment-là, nous sommes nombreuses à penser que tout ça c'est très bien, mais on ne parle pas du tout des femmes. Voilà. Je me souviens des premières réunions dans ces années-là, plutôt 69-70, où on se regroupe entre femmes, hein, et on se fait ce constat, puis 68, très bien, mais de quoi parle-t-on sur les femmes? Qu'est-ce qu'on dit? Rien. Et à ce moment-là, à Jussieu, on a fondé avec une collègue qui s'appelait Françoise Bache, décédée depuis 1 an ou 2,
2 ans maintenant, un groupe d'études féministes. C'est-à-dire que dans la lutte des classes, à ce moment-là, en fait, on oublie la lutte pour les femmes. Voilà. On pensait que des femmes, on ne parlait pas. De leurs problèmes, on ne parlait pas. Et nous, on se mettait à en parler entre nous. Hein. Et c'est ainsi que, en 1973, j'ai proposé, et je pouvais très bien le faire, puisque j'étais pas encore tout à fait professeur, mais j'allais le devenir, si on faisait un cours sur les femmes. Mes collègues m'ont dit, bah oui, pourquoi pas. Oui, j'étais d'accord, hein. Eh ben on y va. Et j'ai appelé ce cours, les femmes ont-elles une histoire? Parce que c'était pas évident. Une question. C'était pas évident. Hein. C'était pas évident. Et on savait pas du tout quoi dire. Donc on a surtout fait appel à des sociologues qui étaient plus avancés que nous dans ce domaine-là. Je pense notamment à une femme comme André Michel, qui a inauguré le premier cours. Enfin, on a bricolé, mais on a fait une année sur le thème « Les femmes ont-elles une histoire ?» Et on a continué les années suivantes. Alors avec des thèmes beaucoup plus classiques si l'on veut, mais plus affirmatifs. Par exemple, « Femmes et famille hein, »,« Femmes et images », etc. Beaucoup de thèmes. Et ça a eu énormément de succès. Voilà. On a vu affluer les étudiants, et les étudiants, bien sûr, dans ces cours, et avec enthousiasme, en demandant des sujets de recherche. Donc, je me suis mise à organiser des sujets, qu'est-ce que je pouvais bien leur donner, quelles sources ils et elles allaient voir, etc. Et c'est comme ça que, progressivement, a commencé à se développer des recherches sur les femmes. Hein. C'était porté par beaucoup d'enthousiasme. Et ce qui se passait à Paris se passait aussi dans d'autres lieux. Par exemple, à Aix-Marseille, j'avais une collègue qui est décédée l'an dernier, Yvonne Nibieler, qui avait fait à peu près la même chose. Tout ça, c'est pour vous dire que je ne suis pas toute seule. Il y a un aspect collectif dans tout cela, hein, qui va se développer, et qui, en même temps, notre petite équipe, parce qu'on fonctionnait beaucoup en équipe. Hein. Alors, nous voyons, les femmes plus âgées, pas les étudiants, nous voyons dans ces séminaires personnels, hein, enfin pour nous, pour justement, parce qu'on se disait, mais les Américaines, elles sont beaucoup plus avancées que nous. Les Anglaises. Et les Anglaises aussi. Tu vas en Angleterre, tu vas aux États-Unis, regarde ce qu'elles font, ramène des livres. Bon, et on avait beaucoup de contacts. Et on s'appropriait toutes ces choses-là dans des séminaires où on élaborait tout ça. Et c'est comme ça que le temps passe. Et c'est comme ça qu'un jour, un éditeur italien, je vais très vite, demande à Georges Duby, avec lequel j'avais travaillé pour l'histoire de la vie privée, etc. « Monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas écrire une storia della donna ?» c'est-à-dire une histoire de la femme. Georges Duby dit « Ah, certainement. Mais il faut demander à Michel Perrault. Hein » Et comme il me connaissait très bien, il me dit « Vous allez recevoir des coups de téléphone de messieurs Laterza, qui sont des grands éditeurs italiens, etc. » Je passe sur les détails. Tout ça pour vous dire qu'il y avait une demande qui s'était diffusée un peu partout. Hein, et nous sommes, après avoir des hésitations dont je ne parlerai pas ici, notre équipe a décidé d'accepter cette histoire des femmes en Occident qui aboutit en 91-92 aux 5 volumes de Histoire des femmes en Occident, qui a comporté 70 collaborateurs. C'est dire que du moment qu'on pouvait trouver 70 collaborateurs pour écrire 5 gros volumes sur l'histoire des femmes en Occident de l'Antiquité à nos jours, les choses avaient changé et que ça s'était développé beaucoup. Mais le temps avait déjà passé. Hein. Les premiers cours en 73, il se passe beaucoup de choses. L'histoire des femmes en 91-92. Et maintenant, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus qu'il y en avait dans ce temps-là. De toute façon, vous l'écrivez dans le livre, donc Le temps des féministes, cette lutte n'est pas linéaire. Il y a eu des moments d'autres, il y a eu des moments plus importants que d'autres. Oui. Et ce mouvement, donc, qui est le féminisme, ne recouvrait pas les mêmes choses
à chaque moment de l'histoire? Déjà, le mot féminisme, ça veut dire quoi? Et ça vient d'où? Le mot féminisme en français, c'est un mot qui date des années 1872. Le premier emploi de féminisme, c'est par Alexandre Dumas fils, qui l'emploie pour désigner la maladie des hommes efféminés. Pas très laudatif, finalement. Pas très laudatif. Mais des femmes engagées de l'époque, par exemple Hubertine Auclair, voit ça, est scandalisée, et dit « mais moi je suis féministe ». Elle emploie d'ailleurs féministe. Et pour elle, et pour ses amis, ça veut dire les femmes qui se battent pour l'égalité des sexes. Voilà. Et c'est comme ça, en effet, que le mot féministe a désigné, à partir des années 70-80, 1870-1880, les luttes des femmes, et ça a été un épisode évidemment très très important dans l'histoire du féminisme. Il a fallu renverser en fait la signification voilà. de ce que ça veut dire ce mot pour que ça puisse aller vers autre chose. Bien sûr. C'est ça. Absolument, ouais. Absolument. Voilà. Mais dans le livre, vous dites aussi je suis historienne et non pas une historienne féministe. Vous faites vraiment la nuance parce que vous n'êtes pas militante. C'est ça? Je peux être militante, mais je ne confonds pas l'écriture de l'histoire avec le militantisme. Vous dites, le métier d'historien a des exigences, disait Marc Bloch, il ne faut pas tout confondre. En tant qu'historienne, je ne porte pas la parole, j'essaie de la faire entendre, de la révéler, mais mon rôle s'arrête là. Oui, absolument. Ce qui pour moi est important, en tant qu'historienne, c'est d'écrire l'histoire des femmes, mais d'écrire cette histoire avec les démarches méthodologiques que j'aurais pour n'importe quel autre sujet, avec évidemment beaucoup de différences, parce que on n'a pas les mêmes sources, on n'a pas la même histoire de toute façon. Donc c'est ça que je veux faire. Mais si vous voulez, on pourrait dire, mais c'est peut-être votre rapport ça aux femmes et au féminisme, sans doute. J'espère d'ailleurs, mais je veux, et mes amis aussi, le faire avec rigueur. Voilà. C'est pas, il ne s'agit pas de dire les femmes ont toujours raison, les femmes ont toujours été des victimes, elles l'ont été beaucoup, mais peut-être pas uniquement non plus. Elles ont eu aussi des pouvoirs. Donc, il ne s'agit pas de faire une histoire sainte des femmes. Il s'agit de faire une histoire la plus réelle possible, la plus véridique possible des rapports entre les hommes et les femmes à travers le temps. Pourquoi? Parce que savoir notre histoire, comprendre notre histoire, c'est aussi nous comprendre nous-mêmes maintenant. Ça, je crois beaucoup que c'est un instrument de compréhension, d'intelligibilité, comme on dit, de la situation des femmes. Donc pour revenir à ce livre donc, qui est Le temps des féminismes, qui est vraiment très un essai, enfin un dialogue avec Eduardo de Castillo, un de vos anciens étudiants, donc les étudiants quand même vous poussent à produire beaucoup de livres finalement, et qui est vraiment très accessible. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur la lutte féministe en France, les grands jalons de cette lutte en France? Les luttes féministes en France sont très anciennes. Ça a d'abord été l'affaire de femmes isolées, souvent un peu privilégiées et que révoltait l'illégalité. Comme George Sand. Comme George Sand et bien d'autres avant elle. Bon, puis ça a été des groupes, par exemple des journalistes, autour de 1832-35, la révolution de 1830, des femmes qui fondent des journaux. Même si, excusez-moi, George Sand, je ne suis pas sûre qu'elle ait été très intéressée par l'aspect politique de... En effet. Oui. Par exemple, quelqu'un comme George Sand n'était pas pour le droit de vote des femmes. Elle était pour en principe, vous voyez. Un jour, disait-elle, évidemment, les femmes voteront. Mais pour le moment, non, parce que il faut d'abord régler les problèmes civils. Tant que les femmes n'auront pas les droits civils dans la famille, elles seront soumises à leur père et à leur mari, elles voteront comme eux, et donc non. Voilà. Ça se discute. Oui, digression pour cette... On peut discuter ce point de vue, tout à fait. Enfin, il y a une certaine logique également. Bon, alors, donc, le féminisme, c'est
organisé au cours du temps. Il a été vers des moments beaucoup plus organisés, beaucoup plus durables, hein, et on peut dire, et avec des revendications qui changent à travers le temps. Les femmes commencent par demander, par exemple, l'instruction, hein, l'égalité dans l'instruction, qui n'existait pas du tout. Hein. Puis elles demandent le droit de vote, alors là, avec des différences qu'on vient de dire. Et puis, dans les années 70, 1970, les droits du corps, hein, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, évidemment l'accès à la contraception, ça va de soi, hein, et puis ensuite les luttes contre le viol et contre les violences faites aux femmes, tout ce que nous, pour le quoi nous nous battons. Autrement dit, à travers le temps, on voit s'affiner les revendications des femmes et on voit aussi leur mode de revendication changer, leur manière de s'organiser, etc. Mais il y a dans tout cela un héritage. Nous sommes les héritières de ces femmes qui se sont battues à travers le temps pour avoir une parole d'abord assez rare, puis un peu plus étoffée, un peu plus collective. Et c'est important de le savoir, ça. C'est important de le savoir et de le reconnaître. Est-ce que finalement, ça n'est pas le mouvement MeToo qui a permis plus la diffusion justement de ces idées-là, de manière un peu plus horizontale dans la société? Est-ce que vous le voyez comme ça? Je pense que le mouvement MeToo a été très important. Il a été très important pour plusieurs raisons. D'abord parce que le corps des femmes dans le mouvement MeToo est très important. Les femmes disent « l'amour si je veux hein ». C'est moi qui décide aussi. Hein. Et donc il y a une revendication de liberté et d'autonomie sexuelle qui est très importante dans le mouvement MeToo. Et la deuxième raison pour laquelle MeToo est important, c'est que les femmes ont su s'emparer des moyens de communication. Hein, parce que c'est pas des centaines de femmes MeToo, c'est des milliers, voire des millions de femmes. Hein. Autrement dit, un mouvement général dans l'espace et le temps, hein, qui met en contact les femmes les unes avec les autres et qui contribue à une espèce de conscience universelle des droits des femmes. Donc MeToo est très important. Mais au sein même, Michel Perrault, de ce mouvement qui est le féminisme, il y a aussi certaines inégalités, par exemple. Si je prends l'exemple de la lutte des femmes dites racisées, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience, à quel moment il y a eu une prise de conscience que justement il y a eu une inégalité au sein même des mouvements féministes? Ça n'a pas été tout de suite. Hein. Par exemple, si on prend la question des femmes racisées, hein, c'était pas dans les années 70, mettons, hein, la question qui était au premier plan. Mais on en a pris conscience tout de même. Et l'idée maintenant, je pense que justement, MeToo attire beaucoup plus l'attention sur ces inégalités raciales, ethniques et les inégalités. Alors, il y a quand même eu des consciences, par exemple, la guerre d'Algérie. Si on pense à la guerre d'Algérie, qui pour moi a été extrêmement importante. À travers la guerre d'Algérie, on avait pris conscience de la situation des femmes algériennes pour lesquelles la France n'avait rien fait du tout. Hein. Et par contre, je pense par exemple à Djamila Boupacha, hein, qui a été Gisèle Halimi, qui est une femme extraordinaire, qui a joué un rôle extrêmement important. Qui était donc, elle, avocate féministe, qui le revendiquait. Qui était une avocate féministe. Qui le revendiquait. Absolument. Donc, et qui était d'origine tunisienne. Tout à fait. Par conséquent, avec Gisèle Halimi, c'est un autre type de femme, justement, hein, qui arrive là, avec modernité, qui est à égalité absolument, alors vraiment... une avocate irrespectueuse. Irrespectueuse, absolument extraordinaire. D'ailleurs, je vous dirais que, en vérité, on ne pensait pas du tout à ses origines, on n'en parlait pas, mais elle y pensait. Par exemple, pour Djamila Boupacha, pour lequel Simone de Beauvoir a préfacé ce livre, et c'est une histoire épouvantable. Djamila Boupacha avait été violée par des militaires français,
hein, dans des conditions abominables. Et voilà un exemple. Alors on prend conscience, vous voyez, à travers des cas comme ça, on se mobilise, on prend conscience de l'oppression des femmes des autres pays, des autres continents, oppression à laquelle on a participé. Hein, parce que notre pays, la France, a envoyé des armées qui ont fait ces choses-là, et évidemment, on est contre. Ça va de soi. Autrement dit, oui, il y a une conscience de solidarité, de prise de conscience de la situation des femmes racisées que nous avons opprimées et qui maintenant sont au premier plan et accèdent à la liberté. Pardon. Et même aujourd'hui, les inégalités ne sont pas les mêmes pour des femmes noires, pour des femmes blanches, pour des femmes étrangères. Ça n'est pas du tout le même combat. Bien entendu. C'est le même combat, mais ça n'est pas du tout le même seuil, j'ai envie de dire, d'inégalité. Oui. Michel Perrault, est-ce qu'on peut être femme sans être féministe? J'ai tendance à penser que, en principe, non. Hein. Être femme, c'est prendre conscience de sa situation de femme et par conséquent de l'inégalité fondamentale qui régit les rapports entre hommes et femmes dans tous les pays et dans le nôtre. Si je dis ça parce que je pense à cette citation, vous citez Yvette Roudy, qui dit « Si toutes les femmes étaient féministes, il y a fort longtemps qu'elles auraient conquis une forme totale d'indépendance. » Oui. Mais ça veut dire qu'il y a un problème de nombre, en fait. On n'est pas assez nombreuses. Bien sûr. En principe, être femme, c'est être féministe, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que beaucoup de femmes ne sont en effet pas féministes. Hein. Et aujourd'hui, je recevais hier... peu importe, une journaliste qui me disait ça aussi, qui me disait beaucoup de femmes en France continuent à dire je ne suis pas féministe, mais hein, c'est-à-dire on ne colle pas l'étiquette féministe sur le dos. Radical finalement. Radical, c'est trop radical. Et moi je veux rester une femme féminine. Ça veut dire qu'on a toujours un petit peu peur. Ça veut dire qu'il y a quand même une opposition inconsciente ou alors peut-être consciente entre féminisme en fait et féminine. Oui, et féminité. Féminité, pardon, c'est ça? Oui. Ça continue encore. Ça continue? Oui. Je cite encore une autre femme, cette fois-ci Françoise Giraud, mais sur ce même thème, elle disait « Si les femmes ne sont pas encore ce qu'elles seront, ni ce qu'elles voudraient être, elles ne seront jamais ce qu'elles étaient. » Ce qui est une forme d'optimisme sur l'avenir. Oui. Est-ce que vous êtes optimiste, Michel Perrault, pour l'avenir des femmes? Est-ce qu'on verra un jour la fin de ces inégalités? Je suis optimiste, je pense que les femmes ont conquis pas mal de choses, et il faut le dire, et il faut que les jeunes générations se rendent compte de ces progrès. C'est pas fini, et ça va continuer. Hein. Je pense que la modernité est quand même associée à une plus grande égalité entre les sexes. Mais c'est difficile, il y a des réactions hostiles, il y a des hommes qui s'accrochent à leur pouvoir et des femmes qui ont peur, qui hésitent, qui ont peur d'aller trop loin, etc. Donc rien n'est fait, tout est à faire. Hein, l'avenir n'est pas écrit. L'avenir n'est pas écrit. Il peut y avoir encore une fois des retours en arrière, les fameux backlash dont parlait une historienne américaine. Donc, optimiste fondamentalement, mais pessimiste parfois. Quand je vois un certain nombre de choses, de paroles aujourd'hui, quand je vois Poutine et Trump, les deux hommes de pouvoir les plus importants aujourd'hui dans le monde, et qui incarnent pour eux la virilité, hein, bah oui, ça me rend pas optimiste. Et je me dis qu'il faut faire attention. Est-ce que on arrive à la fin de cet entretien, Michel Perrault, est-ce que vous auriez un message? Lorsque cet entretien est diffusé sur YouTube, un des avantages de la modernité, c'est les réseaux sociaux. Et donc cet entretien pourrait être écouté ou visionné par des jeunes filles, jeunes femmes, qui sont peut-être au fin fond du monde, dans des endroits où ce qui est déjà acquis en France, et c'est pourquoi on est bien sûr contente, mais on vise toujours plus, n'est pas acquis, par exemple, que ce soit le fait d'aller à l'école, le fait de sortir sans être habillé comme on veut, etc. Est-ce que vous auriez un message pour elles?
ayez de l'ambition. Faites ce que vous voulez faire. Ne vous laissez pas arrêter par les préjugés et les obstacles. Apprenez votre histoire. Sachez d'où vous venez, ce que vous héritez, pour aller plus loin. Voilà. C'est un peu le type de message que j'aurais envie de dire. Soyez heureuse. Hein. Soyez heureuse d'être une femme. C'est formidable d'être une femme. À la limite, je me demande si c'est pas une chance d'être une femme, parce que justement, il y a un avenir plus ouvert pour les femmes. Hein. Et par conséquent, ça rend optimiste, et il y a beaucoup de choses à faire, mais on peut le faire. Merci pour elle. Merci pour cet entretien, et merci pour tout. Merci à vous.